Dimanche 3 novembre 2024. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Actu Hebdo. Actu Hebdo avec Ibrahim Djombele, un peu souffrant aujourd'hui. On va lui souhaiter un prompt rétablissement. Encore une fois, bienvenue dans ce numéro Actu Hebdo qui reçoit en tout cas deux invités. Avec moi pour la présentation, Boubacar Bablé Touré, bonjour. Bonjour Ibrahim Traoré. Alors dites-nous le menu. Voilà, vous l'avez dit, dimanche 3 novembre 2024, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire Actu Hebdo, premier numéro de ce mois. Au menu également de ce numéro d'aujourd'hui, deux sujets qui ont marqué l'actualité de la semaine, à savoir le lancement de la nouvelle subvention de l'Alliance Gavi. Pour en parler sur ce plateau, nous avons Dr Mohamed Berté. Il est le coordinateur de l'unité de mise en œuvre du renforcement du système de santé. Bonjour, docteur. Bonjour. Le REFAMP, entendez par là le réseau des femmes africaines parlementaires du Mali, qui a remis une déclaration au ministre en charge de l'environnement en prélude à la COP 29 qui se tiendra la semaine prochaine en Azerbaïdjan. Pour nous édifier sur le contenu de cette déclaration, Madame Sidibé Aminata Diallo, membre du réseau des femmes africaines parlementaires du Mali, le réseau des femmes africaines parlementaires du Mali, Ibrahim Djombele, voilà. Ibrahim Traoré, voilà. Merci Boubacar Bablé Touré. Madame la ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est partagé. Alors, docteur, merci également d'avoir accepté notre invitation. Boubacar Bablé Touré, on va aller avec le premier sujet, le lancement de la subvention de l'alliance que l'Alliance mondiale Gavi vient d'accorder à notre pays, le Mali. Absolument. Appui à la santé au Mali, l'organisation internationale Gavi vient de mettre à la disposition de l'État malien une nouvelle subvention d'une valeur de plus de 26 milliards 641 millions de francs CFA pour une durée de 5 ans. Cette somme servira à renforcer le programme élargi de la vaccination au Mali. La cérémonie de remise de ce montant s'est déroulée le jeudi dernier, ici à Bamako. Le reportage est signé Sokona Kamisoko. Bien-être des enfants au Mali en leur assurant des soins de santé. Le département de tutelle reçoit une nouvelle enveloppe de plus de 26 milliards de francs CFA. Un geste à l'actif de l'ONG Gavi qui se manifeste une fois de plus pour la cause des tout-petits. Le paquet de nouvelles subventions validé l'année dernière inclut une subvention de renforcement du système de santé, accélération de l'équité pour aller vacciner davantage d'enfants dans des endroits isolés, de l'appui technique et un fonds innovation également. Et je voulais quand même citer aussi l'arrivée très prochaine de deux vaccins très importants, l'introduction du vaccin contre le cancer du col utérin et probablement dans les prochains mois, l'introduction du vaccin contre le paludisme. La subvention ainsi accordée devra assurer la couverture pour une durée de 5 ans. La nouvelle subvention de renforcement du système de santé, RSS 3, est un mécanisme d'appui aux innovations et un plan d'assistance technique. Ainsi, au nom des plus hautes autorités du Mali et à mon nom propre, je voudrais remercier l'Alliance du vaccin pour cet appui combien important pour la santé et le bien-être des femmes, des enfants et de toute la famille. La remise du chèque géant étant effective, le démarrage des opérations ne saurait tarder. C'est là pour la prévention des maladies pouvant constituer des véritables obstacles à l'épanouissement des tout-petits. Voilà, nous venons de suivre ce reportage de Sokona Kamisoko sur le lancement de la nouvelle subvention de l'Alliance mondiale Gavi. Madame la ministre, avant de donner la parole à Dr Mohamed Berté, qui est le coordinateur de l'unité de mise en œuvre du renforcement du système de santé, alors comment est-ce que vous réagissez à cet accompagnement? Très positivement, d'autant plus que nous sommes désormais confrontés à des maladies émergentes et dont la prise en charge nécessite des ressources additionnelles. Donc forcément, je pense que nous saluons ce gros apport au système de santé et notamment au ministère de la Santé.
Très bien. Nous revenons vers vous dans un instant. Docteur Oberté, d'abord présentez-nous Gavi, en un mot, l'Alliance mondiale Gavi. De quoi s'agit-il concrètement? En fait, bonjour. Bonjour Madame le ministre. Bonjour. En fait, l'Alliance mondiale Gavi est une agence internationale qui permet l'appui aux pays les plus défavorisés pour leur permettre quand même d'acquérir des vaccins, n'est-ce pas, à des coûts les plus abordables. Et ceci bénéficie à notre pays. Nous allons le voir plus tard que l'Alliance Gavi est aux côtés de notre pays depuis plus de 25 ans, environ 25 ans aujourd'hui. Nous fêtons d'ailleurs cet anniversaire des 25 ans de l'Alliance Gavi au Mali. Et cet appui s'est structuré par bien d'actions, bien d'interventions financières qui ont permis à notre pays d'introduire dans la vaccination de routine plusieurs vaccins qui sauvent aujourd'hui beaucoup de maladies. Comme Madame le ministre le disait, vous allez voir que c'est tout un processus, n'est-ce pas, qui permettra à notre pays d'éviter les maladies évitables, c'est-à-dire les maladies que nous pourrions éviter à travers de simples gestes de vaccination. Et vous voyez que c'est aussi important, des gestes anodins qui sauvent des vies. Et voilà ce que l'Alliance Gavi fait à travers le monde. En tout cas, notre pays est bénéficiaire environ 25 ans aujourd'hui et nous fêtons cet anniversaire-là. Et qu'est-ce qui a motivé en ce moment précis de mettre cette grosse enveloppe à la disposition du Mali dans le contexte actuel? Disons-le, tout simplement qu'il y a eu un processus, n'est-ce pas, inclusif et participatif qui a vu quand même tous les acteurs, n'est-ce pas, impliqués dans la lutte contre ces maladies évitables en synergie. Et aussi l'épilogue a été fait par Madame le ministre de la Santé et de l'Hygiène et du Développement social en marge de l'Assemblée générale, qui est l'Assemblée mondiale de la santé qui s'est tenue à Genève le mois dernier. Madame le ministre a tenu à rencontrer, n'est-ce pas, les plus hautes autorités de Gavi pour un apport significatif à notre pays, pour éviter que, pour que nous puissions, n'est-ce pas, avoir quand même une subvention à hauteur de souhait. Et je vais vous dire que c'est la première fois que Gavi apporte une telle subvention en un seul coup, c'est-à-dire environ, comme vous venez de le dire, plus de 44 millions de dollars US, qui se traduit par un chiffre de plus de 26 milliards, 651 millions. 651 millions 176 400 francs CFA pour les 5 prochaines années. Et je dois le dire que Madame le ministre a pesé de tout son poids pour montrer que nous sommes vraiment dans une période où nous avions non seulement des populations assez vulnérables, vous avez pu le constater, aussi des populations qui sont les plus démunies. Et cette subvention, justement, vient à tout propos et devra permettre que notre pays puisse atteindre, n'est-ce pas, ces populations qui sont dans les zones les plus reculées. Et nous voyons est-ce que ça arrive à point nommé. Nous venons de reconquérir l'intégralité de notre territoire et donc cela nous permettra, n'est-ce pas, d'avoir une synergie d'action en matière de vaccination sur toute l'étendue du territoire et d'éviter surtout ce que nous appelons les zéro doses, c'est-à-dire que les enfants qui naissent et grandissent sans avoir eu une seule dose de vaccination. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette somme qui vient d'être mise à la disposition, en tout cas, du Mali, est-ce que ça va concerner seulement un seul vaccin ou bien c'est l'ensemble, en tout cas, des vaccins? Disons que ça aussi, il faudra que je puisse le relever. Et Gavi s'aligne aux orientations stratégiques du département sous le leadership de Madame le ministre de la Santé et du Développement social et aussi des plus hautes autorités, qui est que nous puissions, n'est-ce pas, avoir une gamme de vaccins qui puisse sauver un certain nombre de maladies déjà. Vous voyez que depuis belle lurette, on entend très peu de cas de poliomyélite, on entend très peu de cas de rougeole, on entend très peu de cas de... Il y a le BCG, tous ces vaccins classiques que vous avez entendu parler sont concernés par ça. Et en plus, nous avions eu la chance, et vous avez pu le constater, que Madame le ministre de la Santé a fait le lancement, n'est-ce pas, du vaccin contre le papillomavirus. Et ça, c'est une avancée stratégique pour notre pays. Le papillomavirus, vous savez que dans notre pays, les femmes souffraient de cancer de col. Et aujourd'hui, à travers cette simple dose de vaccination, nous allons éviter, n'est-ce pas, ce genre de choses. Donc, ce vaccin a été lancé par Madame le ministre le vendredi dernier.
et il va être introduit dans notre arsenal de vaccination et permettra quand même de sauver bien de vies. Et ça va concerner, je vous assure, environ plus de 300 000 filles de 10 ans. Et ces études ont été réalisées à Fana et en Commune 5 et ont montré que ces doses de vaccination pouvaient apporter, n'est-ce pas, une immunité et éviter à ces filles d'avoir quand même le cancer du col. Et c'est quand même bien dommage qu'avec les évolutions et l'avancée technologique, nous puissions encore avoir ce genre de maladie. Et donc, cette vaccination et cette introduction de ce vaccin dans notre arsenal permettra quand même à 300 000 jeunes filles de notre pays, n'est-ce pas, d'éviter ce genre de maladie. Et aussi, cette vaccination, au lieu de 2 doses, maintenant, c'est une seule dose. Une seule dose vous protège pendant 10 ans contre le papillomavirus. C'est-à-dire qui permet d'éviter le cancer du col. Et ça, sur 10 ans. 300 000 jeunes filles de notre pays en bénéficient. Okay. Au-delà de la subvention classique que vous faites, est-ce que vous intervenez également, vous soutenez le gouvernement dans l'exécution dans l'opération de vaccination, quelle que soit la maladie, un peu à travers le pays? Nous savons que ce n'est pas évident d'atteindre le maximum de jeunes filles, par exemple, pour le cancer du col de l'utérus. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour accompagner le gouvernement au-delà de la subvention? Oui, il faudrait aussi dire que c'est la toute première fois que pratiquement tout le financement sera géré à travers une unité mise en place par le ministère de la Santé. Avant, c'était beaucoup plus géré à travers l'UNICEF. Aujourd'hui, nous aurions une unité de mise en œuvre, de renforcement du système de santé directement rattachée au ministre, au secrétariat général, qui va gérer cette subvention pour le bénéfice du Mali. Et donc, ensuite, cette subvention ne s'intéressera pas qu'à la vaccination. Il va aussi permettre de renforcer le système de santé. Et ce renforcement du système de santé permettra justement d'être un socle, donc ça sera transversal à la lutte contre l'ensemble des maladies, parce que nous allons aussi intervenir, n'est-ce pas, au niveau de la plateforme communautaire, aider, n'est-ce pas, les associations de santé communautaire, aussi aider, n'est-ce pas, les organisations de la société civile à nous aider dans l'engagement pour atteindre, n'est-ce pas, non parce que c'est 300 000 jeunes filles, parce qu'il y aura quand même la vaccination classique. Notre ambition, c'est de faire en sorte qu'aucun enfant au Mali ne puisse ne pas avoir sa dose de vaccination. Et quelles sont les priorités et quelles sont les maladies les plus ciblées actuellement? Disons que nous avions les maladies classiques, en plus des maladies classiques, disons que ce soit la pneumonie, que ce soit, je disais, la rougeole, que ce soit, comme on le disait, la tuberculose, qui est une maladie quand même assez grave, autant d'autres maladies. Avant, vous voyez qu'on avait beaucoup d'enfants qui marchaient, qui étaient handicapés. Aujourd'hui, on a très peu de maladies. La pneumonie aussi fait beaucoup de rage. Et ces vaccins aussi permettent de faire ça. Le tétanos, ne l'oubliez pas, le tétanos aussi fait partie de ces vaccinations qui sont... voilà. Donc, cette gamme de maladies, nous pourrions les éviter. Je pense déjà que nous en avions fait beaucoup. Et quelle est la stratégie ou le mécanisme mis en place pour un suivi rigoureux de cette opération? Ah oui, mais pour un suivi régulier de cette subvention, d'abord, il y a tout un mécanisme qui va être mis en place au niveau déjà de l'unité de mise en œuvre du renforcement du système de santé. Nous allons pour la première fois utiliser dans le cadre de la subvention Gavi les régions. C'est-à-dire on va faire en sorte que les fonds soient le plus près des régions, là où la maladie se trouve, là où les bénéficiaires se trouvent. Les fonds doivent être disponibles à ce niveau-là. Donc tout un mécanisme, n'est-ce pas, sera mis en place et ça va nous permettre non seulement de faire sur une projection sur 6 mois de toutes les activités qui sont au niveau dans le plan stratégique de ces directions régionales qui vont être financées du coup, les permettant, n'est-ce pas, d'avoir un contrôle, n'est-ce pas, un contrôle sur
leur planification, et à partir de ce contrôle et de la disponibilité des fonds, on pourra, n'est-ce pas, mettre en œuvre toutes les activités nécessaires à l'éradication de ces maladies sur notre territoire. Et je pense qu'il y aura aussi un contrôle et un suivi régulier, Madame le ministre l'a dit, faire en sorte qu'un centime, n'est-ce pas, de cette subvention ne soit utilisé que pour les raisons pour lesquelles notre pays en a bénéficié. Et je pense que nous devrions faire en sorte de mériter de cette confiance-là. Et je pense qu'elle a décidé d'en faire un suivi particulier tout au long de ce processus. Alors, moi, je vais revenir un peu, parce que vous avez parlé de 300 000 jeunes filles qui sont concernées, en tout cas, par cette vaccination. Alors, ça concerne le cancer du col de l'utérus, un chiffre éloquent. Oui. Mais ça veut dire que c'est cette maladie-là qui inquiète aujourd'hui, si vous voyez que vous avez mis l'accent sur ça? Oui, vous savez, nous disons que la vaccination devient assez importante quand il y a des maladies qu'on peut éviter par la vaccination. Donc, toutes les maladies qu'on peut éviter par la vaccination, nous devrons faire en sorte de bénéficier de ces vaccins. Et donc, pour nous, le cancer du col, étant donné que les vaccins existaient, alors si je vous dis le chiffre d'une dose, vous comprendrez avec moi pourquoi est-ce que c'est assez important et stratégique pour notre pays d'adhérer à ce mécanisme-là. Une seule dose, n'est-ce pas, coûte environ 150 000 francs CFA. Donc, vous voyez que ce n'est pas à la portée du Malien lambda. Donc, à travers cela, et je pense que c'est aussi qui fait l'engagement de Madame le ministre, en tant que femme, en tant que responsable, elle a estimé que cette vaccination ne pouvait pas ne pas se faire dans notre pays. Et aussi éviter, n'est-ce pas, une charge assez importante, n'est-ce pas, pour le budget de nos familles qui en ont déjà tant. Une chose est de mettre en œuvre cette politique, de conduire ce processus à bon port. Mais l'autre chose est également la mobilisation des citoyens, de ceux qui sont concernés par des populations, on va dire, de façon générale. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour sensibiliser davantage ces populations, docteur? Vous effleurez un sujet assez important. Nous avions dit que nous allons aussi développer, n'est-ce pas, les services. On va développer les services, faire en sorte que nous puissions aussi avoir l'engagement de la population. Pour avoir l'engagement de la population, ce n'est pas aussi simple que ça. Absolument. Est-ce que vous voyez? Donc, nous allons aussi avoir recours à vous, hommes de médias, et nous ne pouvions pas ne pas le faire. Ensuite aussi, nous allons aussi profiter des nouvelles technologies de l'information qui existent. Nous avions aussi le CNIEC chez nous, qui travaillerait en étroite collaboration avec vous, avec d'autres médias, pour faire en sorte que cela soit su et partout. Et donc, je pense aujourd'hui que ce n'est pas les moyens de communication qui manquent. Il faut un engagement politique fort. Et cet engagement politique existe au niveau du département de la santé, où le ministre en a fait quand même une de ses priorités. Faire en sorte que les gens puissent avoir l'information et la bonne information pour prendre la bonne décision. Est-ce que les populations, vous ne pensez pas que les populations ont peur de la vaccination ou du vaccin de façon générale? Oui, évidemment que les gens ont peur et cela... Quelle assurance leur donnez-vous sur ce plateau? Oui, l'assurance que nous donnons, c'est qu'il y a eu une étude, n'est-ce pas, qui s'est réalisée déjà au Mali, où notre pays avait bénéficié, et des jeunes filles en ont participé. Et ils ont aujourd'hui des enfants, d'autres ont beaucoup d'enfants. Nous allons avoir l'occasion de pouvoir démontrer, de pouvoir faire témoigner, n'est-ce pas, ces jeunes filles-là, pour qui sont devenues femmes aujourd'hui, pour qu'on puisse comprendre. Sinon, pour la stratégie même de l'Organisation mondiale de la santé, la population couverte en matière de jeunes filles, c'est de 9 ans à 14 ans. De 9 à 14 ans. Et nous, les études que nous avions faites, c'était beaucoup plus, nous avions pris la décision de ne prendre que cette tranche, n'est-ce pas, de 10 ans. Ça, c'est au vu de nos résultats. Et nous pensons que cette tranche était la plus concernée et à travers elle, nous allons pouvoir essayer d'éviter cette maladie-là. Et donc, ceci ne sera possible qu'avec l'implication de tous les acteurs, de la société civile, des religieux. Nous allons avoir besoin de tout le monde
le Recotrade et vous-même, nous espérions que vous seriez à nos côtés. Nous sommes nous déjà permettre. Là, oui, mais il faudra encore faire plus. Nous attendons encore plus d'engagement, plus de ferveur pour que le ministère de la Santé puisse atteindre ce défi stratégique. C'est un défi. C'est un défi, c'est un engagement, c'est une volonté et nous pouvons l'atteindre. Très bien. Pourquoi c'est la jeune fille seulement qui est concernée en tout cas par cette vaccination? Oui, mais vous savez, pour que la vaccination soit efficace, il faut un certain nombre de dispositions. Il ne faudrait pas être que la femme soit dans une vie active. Donc il faut, avant qu'elle ne rentre dans la vie active, il faudrait faire cette vaccination. Donc la tranche la plus concernée, chez nous, c'est l'âge de 10 ans. Vous savez, il ne faut pas se voiler la face. Il y a encore malheureusement des mariages qui se font de façon précoce dans notre pays. Nous ne disons pas non, mais nous disons qu'il faut encadrer. Et pour encadrer, nous pensons que la meilleure tranche, n'est-ce pas, c'est les filles de 10 ans. Évidemment que je pense que Madame le ministre pense déjà que dans les années à venir, si nous arrivions à préserver cette tranche-là, nous pourrons élargir, pourquoi pas, à la tranche jusqu'à 14 ans. Mais aujourd'hui, notre cible, c'est d'atteindre quand même ces 300 000 jeunes filles. Très bien. Avant de passer au second sujet de cette émission, une dernière question, docteur. Ça va prendre combien de temps, cette opération, notamment de vaccination concernant le cancer du col de l'utérus? C'est sur combien de temps? Je pense que ça se fera autant que possible. Ça se fera autant que possible. Et nous allons aussi avoir le plaisir de vous dire que nous allons, sous le lead de Madame le ministre, introduire le vaccin contre le paludisme. Nous espérions le faire au courant mois de mars-mai. Et cette étude a été faite dans notre pays avec le CVD, le centre de développement du vaccin sous l'égide du professeur Sow. Ça aussi, notre pays a participé à ces études-là qui ont été faites à travers le monde, qui ont montré des résultats qu'on peut également avoir, n'est-ce pas, un impact sur la courbe de morbidité, de mortalité du palu en introduisant une vaccination. Et Madame le ministre aussi compte, n'est-ce pas, avec les subventions et l'accompagnement de Gavi, introduire cette vaccination contre le paludisme. Je pense que vous allez avoir le plaisir de nous accompagner dans ce processus que nous projetons, que Madame le ministre projette aux environs de mars-avril. Inch'Allah. Avant de passer au second sujet, Madame la ministre, au vu de tout ce que vous venez d'écouter ou d'entendre, est-ce que cela vous rassure? Nous sommes concernés puisqu'il s'agit des filles. D'accord. Et véritablement, c'est une innovation que nous saluons. Que nous saluons parce qu'il y va de l'espérance de la vie de la femme après. Et nous savons aujourd'hui le mal qui est causé aujourd'hui par le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein. Ce sont des maux majeurs, MAUX, majeurs, qu'il faut combattre désormais. Et je pense que ce financement, il contribuera sûrement. Et vous dire surtout que le programme élargi de vaccination dont vous parliez aussi contribue lourdement pour les filles et pour de la population tout court. Ils peuvent compter sur votre réseau pour... Tout à fait. Nous sommes déjà engagés dans la question du cancer du col de l'utérus, où nous souhaiterons dans les années futures ou bien dans les mois prochains voir comment nous pouvons faire une collaboration avec d'autres organismes sur ce sujet. Inch'Allah. Boubacar Bablé Touré, passons au sujet. Juste une seule question avant, en 30 secondes. 25 ans d'accompagnement de l'Alliance. Alors, comment se présente en tout cas le tableau de la vaccination au Mali? Disons que le tableau de la vaccination, je dirais, elle est assez positive. Elle est assez positive parce que nous avions pu sauver beaucoup de vies. Et je pense aussi que le fait d'avoir une somme assez inconséquente à travers le dynamisme de notre ministre va aussi fléchir cette courbe-là. Et nous pourrions, je vous assure, dans les années à venir, avoir plus d'impact et plus de résultats. Un bilan assez positif. Ah oui, nous l'espérons. Très bien. Voilà. Nous allons passer au deuxième sujet. Bakou, en Azerbaïdjan, accueille la semaine prochaine la COP 29. À la veille de ce rendez-vous mondial, le réseau des femmes africaines ministres et parlementaires du Mali et les associations de femmes font entendre leur voix pour la justice climatique et l'orientation vers une économie plus verte.
Une déclaration est remise dans ce sens au ministère en charge de la question. On en sait davantage avec Abibatou Dite Konya Diakité. Le temps change. Les phénomènes climatiques se multiplient, le monde change et devient incontrôlable par ses habitants, la planète se réchauffe. Avec la conviction que si rien n'est fait, le dérèglement climatique ne s'arrêtera jamais, les femmes ministres et parlementaires du Mali réaffirment leur engagement dans la lutte contre le changement climatique. Le débat qui nous réunit est d'une exceptionnelle densité, puisqu'il touche à la vie de tous les habitants de la Terre, au règne animal et végétal. C'est le débat planétaire portant sur le climat, ses transformations sous l'influence des activités humaines. À ce propos, c'est l'augmentation des activités agricoles, industrielles, commerciales et numériques sur la planète qui ont provoqué le réchauffement climatique. Que faisons-nous au quotidien pour respecter la nature afin que la nature le respecte? Que faisons-nous pour créer les conditions optimales d'un cadre de vie décent dans la famille, au service, dans la rue, dans la circulation, dans les différents usages de l'eau? Quand nous prenons les inondations qui ont eu lieu au Mali, il y a le manque de respect des consignes données par les lois, les textes. On a construit anarchiquement partout. On a empêché à l'eau de ruisseler. Responsable ou pas, ce qui est sûr, c'est que l'année 2024 a été une année très chaude et très humide. Des quantités importantes de pluie ont fait de nombreuses victimes. Les chiffres sont sans appel. Du début de l'hivernage à la date du 22 août 2024, 112 cas d'inondation ont été enregistrés dans 17 régions et les districts de Bamako. Ces inondations ont touché 7077 ménages, dont 47 374 personnes sinistrées. Elles ont occasionné des décès, des blessés, des cas d'effondrement de maisons, des déplacés, des cas de foudre, de vents violents dans certaines régions, selon le communiqué officiel du Conseil des ministres extraordinaire. Des raisons valables pour les femmes leaders de tirer la sonnette d'alarme. Elles remettent ainsi une déclaration aux autorités, des messages forts pour demander des actions concrètes qui feront progresser l'égalité des sexes et la lutte contre le changement climatique. Ça vient à point nommé. Nous prenons acte et je voudrais vous demander de ne pas vous limiter à cette déclaration. Nous supposons que ça va être une première, un élan et que pendant et après la COP, nous serons à la COP et qu'après la COP, que des activités puissent être planifiées, programmées, conformément aux soucis évoqués dans la déclaration. La déclaration sera sur la table du ministre en charge de l'environnement avant la 29e conférence des parties sur le climat prévue du 10 au 22 novembre 2024 à Bakou, en Azerbaïdjan. COP 29 à Bakou, en Azerbaïdjan, la semaine prochaine. Donc, docteur, d'abord, avant de revenir vers Madame la ministre, êtes-vous inquiet par les changements climatiques? Ah oui, nous en sommes inquiets. Nous sommes inquiets et je dois vous dire que c'est un sujet très très important au niveau du ministère de la Santé et du Développement social. D'ailleurs, nous appelons entre nous notre ministre, Madame la ministre de l'Inondation. Tellement ces derniers temps, elle a sillonné tout le pays, vous avez dû le voir, nous sommes partis partout. Elle était vraiment à Blas, ça a été pour nous, on est tous militarisés pour pouvoir suivre le rythme, n'est-ce pas? Et donc, nous subissons des conséquences de tout ce qui arrive. Les conséquences directes, c'est le département qui le gère. Et donc, vous avez pu voir que ça a été un temps fou pour madame de pouvoir non seulement assister ces personnes qui ont perdu leur maison, qui ont perdu tout, il fallait leur donner à manger, leur assister en matière de premiers soins. Donc, disons que franchement, ces préoccupations nous concernent en premier lieu. Et donc, je pense que Madame le ministre de l'Inondation serait très enchantée de vous recevoir. Je parle pas en son nom, mais je suis sûr qu'elle sera là quand vous auriez besoin d'elle. Très bien. Madame la ministre, encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également. Que dit votre déclaration
Quel est son contenu? En substance, je pense que c'est une déclaration importante. Vous savez, dans une semaine pile poil, la COP s'ouvre, la conférence des parties sur les changements climatiques va s'ouvrir à Bakou. Et véritablement, comme vous le savez, aujourd'hui, il ne fait plus de doute que les changements climatiques sont devenus une réalité et que tout le monde est convaincu de ces ravages à travers le monde. Quand on voit aujourd'hui les phénomènes climatiques extrêmes, les sécheresses, les incendies, les inondations, comme ce que nous vivons ici au Mali, tout le monde aujourd'hui peut se dire que c'est une réalité qui est palpable désormais. Et que comment se mobiliser désormais pour s'adapter. Parce que le monde, aujourd'hui, c'est un monde de plus en plus chaud, un monde de plus en plus inondé, un monde de risques que l'humanité ne peut plus contrôler. Et qu'une partie de l'humanité, peut-être dans certains pays, on pourrait contrôler la question de l'adaptation, mais dans une majorité de pays aujourd'hui, on ne peut plus contrôler les conséquences qui sont liées aujourd'hui à tout ce que nous avons comme désastres que l'on enregistre un peu partout dans le monde. Vous avez vu il y a quelques jours à Valence, en Espagne, nos amis espagnols, nos frères espagnols, comment ils vivent encore une fois. On va revenir encore une fois dans le document que vous avez remis au ministère en charge de l'environnement. Oui. Dites-nous les grandes lignes de cette déclaration. Dans cette déclaration, nous nous inquiétons de ce qui se passe aujourd'hui. D'accord. De ce que le Mali, en tant que pays du Sahel, pays aux ressources limitées et surtout pays semi-désertique, déjà beaucoup plus exposé aux conséquences du réchauffement climatique, de ce que le Mali peut demain faire pour les femmes, notamment, qui sont une population vulnérable, et pour les enfants, face à ce que nous vivons. Donc il fallait que nous recueillions l'avis de nos associations, des associations féminines. Ah, c'est le fruit d'une enquête, hein? Oui, c'est le fruit d'une enquête. Ou d'une étude? Non, une enquête plutôt. Il y avait une pré-conférence avec d'autres femmes pour qu'on voit ensemble, à la veille de la COP, qu'est-ce qui pourrait être lu au peuple, à la population malienne, aux autres autorités du Mali. Qu'est-ce qu'on pourrait laisser comme message d'alerte sur cette question qui est importante? Comment demain on financera au Mali l'adaptation au changement climatique? Comment les populations vont-elles s'adapter? Et que fait l'État aujourd'hui face aux risques? Donc il fallait poser un certain nombre de questions et surtout demander que désormais cette mobilisation soit faite dans les budgets nationaux, dans les politiques nationales. Comment demain sera fait? Et le coût de l'inaction. Si nous ne faisons rien, on sait aujourd'hui que l'inaction coûtera plus cher voilà. Donc il faut que l'État malien, dès à présent, introduise dans les budgets nationaux, dans le futur budget, la question de l'adaptation au changement climatique. C'est une question très très importante. Ce n'est pas le cas en ce moment? Je ne pourrais pas m'avancer sur le sujet. D'accord. Mais je suis certaine d'une chose. Il va falloir mettre des ressources additionnelles pour cette question-là. D'accord. Parce que quand on regarde l'ensemble des départements sectoriels, la question se posera dans l'agriculture. Comment prévenir tout ce que nous avons aujourd'hui comme impact sur nos rendements agricoles? Comment prévenir la question sur la santé humaine, la santé des populations? Étendre que questions comme l'élevage. Nous sommes quand même dans un secteur sensible qui est ici l'élevage. Nous sommes aujourd'hui premiers exportateurs en Afrique de l'Ouest du bétail sur pied. Mais alors, comment voyons-nous demain l'avenir dans un secteur aussi stratégique? Nos populations qui sont dans le secteur agricole, vous voyez, avec les récoltes que nous avons, que nous aurons éventuellement dans la question du riz, nous sommes deuxième producteur de riz dans la sous-région. Et c'est inquiétant ce que nous avons vu comme dégâts qui a été occasionné par le changement climatique. Alors, cette déclaration que vous avez remise au ministère en charge de l'environnement, est-ce que seulement vous avez soulevé des problèmes ou bien il y a également des propositions de solutions aussi? Nous avons soulevé les problèmes existants, nous avons fait un état des lieux, mais surtout nous avons alerté la question
sur les solutions que l'on pourrait demain envisager pour les femmes. Voilà. Entre autres solutions. Entre autres solutions. Dans divers domaines. Dans divers domaines. Comment pourrait-on déjà, compte tenu de ce que nous avons vécu cette année, comment pourrait-on agir dans des secteurs clés, comme par exemple dans le transport. Nous avons vu tout ce que nous avons connu comme destruction. Dans la question de la santé, et avec les fortes chaleurs que nous avons enregistrées cette année, c'était important. Comment demain, de quoi sera fait demain? Comment dans le secteur de l'agriculture, je viens de l'évoquer, comment les populations pourraient demain s'autosuffire? Parce que nous sommes à la recherche de l'autosuffisance alimentaire. Et cette autosuffisance alimentaire, elle est menacée désormais par le réchauffement climatique. On a l'impression que tout est mis sur le dos de l'État, Madame la ministre. Alors, quel est le rôle des populations dans... quelle est la part des populations que nous sommes dans la gestion de ces changements climatiques ou pour faire face à ces changements climatiques? Nous sommes quand même les principaux acteurs. J'allais vous dire que nous ne sommes... Ou les principaux responsables. Non. Nous ne sommes pas les responsables d'abord du réchauffement climatique, comme vous le savez. Nous sommes des pays qui émettent très peu de gaz à effet de serre, c'est-à-dire de gaz polluants. Nous sommes un pays sous-industrialisé. Nous sommes en quête de l'industrialisation. Mais cette industrialisation, pour nous, va se faire avec des énergies renouvelables pour ne pas polluer davantage la planète. Nous sommes donc des pays demandeurs d'aide. Mais nous sommes dans un pays où il faut informer. Il faut aller à l'information, à la sensibilisation et surtout à expliquer. Cette explication, elle nous manque. Et je pense que les torts sont partagés. Il y a une constitution qui dit que l'environnement, il appartient, sa préservation appartient à la fois à l'État et aux individus. Donc comment demain partager les torts et comment partager les responsabilités et montrer à chacun ce qu'il doit faire? Et face aux inondations que le pays a connues récemment, les populations quand même ont été suffisamment responsables, ça a été dit. Sûrement. Je pense qu'il l'a dit en fin d'analyse, c'est d'expliquer les comportements anarchiques que nous avons. C'est le mot. Comment ces comportements vont-ils cesser de construire au flanc d'une colline, d'obstruer les canalisations, de jeter n'importe où? Ce sont ces mesures-là qui sont des mesures à prendre à notre propre niveau, en expliquant. Donc, dans chaque département secteur, c'est pourquoi nous avons souvent dit que la question de l'environnement, la question du climat est une question transversale. Elle concerne l'ensemble des départements. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous allez à cette grande conférence mondiale, vous avez pratiquement tous les départements qui polluent, tous les départements qui sont impliqués dans la chose environnementale, dans la question du climat. Donc, ce sont ces départements qui doivent être sensibilisés, qui doivent dès à présent savoir que nous sommes désormais dans un monde de risque et que ce monde de risque, il doit être pris en charge en amont, pas devant les dégâts, quand les dégâts sont déjà là. On dit, face quand même à ce genre de phénomène, toutes les actions comptent. Alors, c'est vrai, vous avez posé beaucoup d'actions en tant que réseau. Alors, face à ce phénomène, c'est vrai que vous avez remis une déclaration, comme on appelle à l'État, mais quel va être l'engagement du réseau, en tout cas, pour lutter contre ce phénomène? Cet engagement, il est dans la question de l'adaptation maintenant. C'est de voir aussi, c'est un travail que nous faisons, d'envisager d'aider l'État dans ce financement. Parce que la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment financer tout ce que nous avons aujourd'hui comme dépenses additionnelles. Oui, le défi du financement reste ces quand défis-là même... sont des défis colossaux. Comment les associations féminines, comment notre réseau, pourrait-il demain s'impliquer dans cette cause? C'est une cause, le climat est une cause nationale et mondiale. Comment cette cause-là, elle sera défendue à la fois par les ONG, par les grandes associations, surtout notamment féminines, qui savent désormais qu'il faut une justice climatique, qu'il faut envisager la question sous l'angle genre, sous l'angle de la justice climatique. Et comment alors trouver les moyens de financement de cette adaptation? Comment aider les États? Parce que les États seuls ne pourront jamais faire face à l'adaptation. Avez-vous réellement les moyens de votre politique au niveau de votre réseau?
Nous sommes un réseau modeste, mais nous sommes aussi conscients de notre force. Vous serez à la COP? Nous pensons y être. D'accord. Parce que nous avons beaucoup de difficultés aujourd'hui, mais c'est un rendez-vous auquel nous avons quand même participé. Nous sommes à la 10e COP. D'accord. Alors moi, ce que j'ai comme question, parce que là, ce que Madame le ministre vient de dire, j'ai entendu seulement des questions. Oui. On se pose des questions. Alors, on est en train de vivre cette situation actuellement. Je pense qu'on a besoin de propositions, de solutions. Est-ce que vous avez des propositions? Dans l'immédiat, qu'est-ce qu'il faut? Dans l'immédiat, il faut de l'argent. C'est simple. Il faut que ce financement qui est tant annoncé pour l'Afrique, qui tarde à venir, comment le Sahel, l'ensemble Sahel, parce que si vous regardez l'ensemble africain aujourd'hui, la partie sahélienne est la partie la plus vulnérable. Aussi bien dans la question agricole, médicale, vous le savez, industrielle, etc. Nous savons aujourd'hui que ce financement, il devrait être une première réponse à la question de l'adaptation. Mais aussi les moyens humains. Comment mobiliser ces moyens humains? Comment donner la possibilité dans le faire-faire? C'est-à-dire qu'un département sectoriel puisse travailler de concert avec ces associations, comme cette organisation que nous sommes. Comment nous pourrions demain être un soutien, un relais dans ces questions diverses qui sont là? Voilà les questions qui reviennent encore. Oui. Alors, présentement, on a besoin de solutions. Par exemple, par rapport au financement, quelles solutions proposez-vous par rapport au financement? Comment on peut trouver ces financements-là? Auprès des grands acteurs internationaux, auprès des États, les États pollueurs. Parce que nous avons deux mondes qui se font face à face. Nous avons le monde des pollueurs, riches, industrialisés. Et le monde des pollués. Et le monde des pollués. Comment ce monde des pollués pourrait-il demain bénéficier de ce qu'il doit lui revenir, qui sont les dommages qui leur ont été causés? Comment on pourrait financer ces dommages? Donc c'était la conclusion de la COP 28 à Dubaï, qui insistait sur l'abandon des énergies fossiles, c'est-à-dire qui sont les énergies fossiles aujourd'hui, le pétrole, le gaz, le charbon. Comment demain on pourrait travailler sur les énergies renouvelables qui pourraient être un début de solution. Donc nous comptons surtout sur la prise en compte des pays développés, riches, industrialisés, dans la question du dédommagement de ces pays qui désormais subissent. Ceux qui subissent, c'est nous. Alors, à la COP 29, sur quoi le Mali doit insister concrètement pour revenir avec des résultats concrets? Sur sa position de pays vulnérable, de pays affectés par les inondations, de pays qui n'a pas les ressources demain pour s'adapter, pour venir en aide aux populations qui sont désormais affectées. C'est ce sur quoi le Mali va se battre. C'est d'expliquer que nous n'allons pas attendre longtemps, que nous vivons déjà dans les conséquences. Et puisqu'on nous a promis, ce qui a été promis, qui tarde à venir, comment aller beaucoup plus rapidement pour qu'on finance ce financement, qu'on finance cette adaptation? En attendant ce financement, que doit-on faire face à tous ces défis climatiques au Mali? L'information, encore une fois. Ces défis climatiques, nous les subissons. Ces défis à relever, nous n'avons pas les moyens pour relever tous ces défis. Qu'il s'agisse surtout du défi, quand vous regardez les fortes chaleurs, comment demain s'adapter? Parce qu'on sera dans un monde de plus en plus chaud. Comment demain faire en sorte que les populations puissent s'adapter au changement de l'élévation des températures? Comment demain les populations agricoles, notamment, nous sommes un secteur rural, un monde rural, comment ce monde rural pourrait-il désormais travailler en fonction de l'existant qui est un monde de plus en plus chaud, des températures de plus en plus élevées? Comment ce monde rural pourrait-il s'adapter? Comment l'autosuffisance pourrait-elle être assurée grâce à ces politiques nouvelles qui vont être mises en place? Parce qu'il va travailler de façon sectorielle. Que chaque secteur soit doté d'une mission.
que le secteur de l'agriculture ait une mission sur les changements climatiques. Que chaque secteur se mobilise pour son financement, pour un financement additionnel pour réussir à la question de l'adaptation. Nous arrivons pratiquement au terme de cette émission. Docteur, si vous avez quelque chose, un message à passer, qu'avez-vous envie de dire aujourd'hui aux populations maliennes? Je parlerai au nom de Madame le ministre de la Santé et du Développement social, qui s'est beaucoup battue pour avoir un tel financement. Ce serait bien dommage que nous ne puissions pas utiliser à bon escient ce financement-là. Et je pense que le financement pour la vaccination, ce serait quand même dommage qu'on ne puisse pas l'utiliser. Et en même temps, je suis persuadé qu'elle partage, n'est-ce pas, l'engagement de cette association-là, parce que c'est un engagement du ministère de la Santé et du Développement social. Nous le prenons en plein fouet. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous avons appelé pendant toute cette période Madame le ministre comme ministre de l'inondation, tellement nous étions au secours de toutes ces populations-là. Et ce sont ces conséquences que nous vivons aujourd'hui. Ces conséquences du changement climatique, ce n'est pas pour demain, c'est aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui que nous devons agir, tant les conséquences seront assez difficiles pour nos pays. Et je pense que notre ministre sera quand même au premier plan de cet engagement, au premier plan de cette lutte-là, parce que pour nous, prévenir vaut mieux que guérir. Très bien. Madame la ministre, un appel, un message particulier à passer? L'appel à l'action, tout simplement. L'appel à l'action de tous, y compris les médias. Que les médias ont ce rôle, ont cette responsabilité aussi de diffuser l'information climatique. Que de former vos personnels aussi sur la question climatique. C'est important. Parce que demain, c'est vous qui allez relayer l'information. C'est vous qui allez sensibiliser aussi. Donc, vous êtes des relais importants dans la question. Et j'espère que cela est su. Et surtout de former chacun sur la question et sur les moyens à adopter. De savoir aussi que ce qui se passait demain, par exemple, au niveau des constructions du bâtiment, etc., que je n'ai pas cité, il faut travailler autrement désormais. Que par exemple, ce que nous avions comme bâti il y a une 60aine d'années est devenu aussi précaire. Très bien. De plus en plus, nous allons vers la précarité si nous ne faisons rien. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes Sidibé Aminata Diallo, membre du RFMP, réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires du Mali. Nous recevions également Dr Mohamed Berté, coordinateur de l'unité de mise en œuvre du renforcement du système de santé, avec moi pour vous présenter ce numéro d'Actu Hebdo. Boubacar Bablé Touré, merci. Merci beaucoup. Merci messieurs, merci Madame la ministre. Merci également à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve très prochainement pour d'autres numéros. D'ici là, passez d'excellents moments de télévision en notre compagnie. Prompt rétablissement à Ibrahim Djombele qui, nous l'espérons, sera là le dimanche prochain pour vous présenter cette émission. Au revoir.